Madame, salut monsieur, bonsoir et bienvenue dans Afrique Soir, c'est la seconde édition de cette semaine. Nous sommes justement mardi, le 22 avril 2025, c'est donc la deuxième édition d'Afrique Soir, votre grand plateau du soir sur JMS Afrique TV. Et vous devez vous en habituer, comme je vous l'ai dit, c'est un grand format qui part de 18h30, il peut y avoir des petits retards comme aujourd'hui, tout va se régler, qui part de 18h30 jusqu'à 22h. Alors, ce jour, deux actualités phares. La première actualité au Cameroun, c'est un séminaire national pour la modernisation du fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire le développement à la base. Sont réunis à Yaoundé 360 maires des 360 communes de la République du Cameroun, et y compris les 10 présidents régionaux des conseils régionaux. Depuis ce matin, repartis en 5 ateliers, ils examinent sur tous les plans la digitalisation des ressources humaines, la digitalisation du système financier, la numérisation du fichier de l'état civil. Et c'est cela qu'on va aborder à la première partie. Seconde partie, c'est l'impôt substitution. Le président de la République du Cameroun, d'ailleurs, le plan triennal, a mis en place le système d'impôt substitution. On se pose la question de savoir, est-ce que les fondements, est-ce que les mécaniques, est-ce que les stratégies, est-ce que les dynamiques mises en place donnent lieu à ce que l'avenir puisse nous amener vers un bon fonctionnement d'un système véritable d'impôt-substitution au Cameroun, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de critiques. Alors, des journées, justement, aussi économiques du Cameroun se sont ouvertes aujourd'hui. Non, hier, à Yaoundé, c'est les premières journées du genre. Ces journées-là visent à renforcer les ressources humaines au plan national, de telle manière en sorte qu'il y ait un embryon d'industrialisation, c'est-à-dire à partir de l'impôt-substitution. On va aussi examiner ça, c'est la seconde partie. Et il y a donc toutes les autres informations qui entrent en ligne de mire. Il y a à Koutaba l'événement d'hier, c'est-à-dire de ce côté-là, il y a un homme qui a poignardé un autre et s'en est suivi la mort des deux, et une maison de l'un d'entre eux a été brûlée, mais ça ne s'est pas arrêté hier après le rappel au calme du sous-préfet de cette localité. Ça s'est poursuivi aujourd'hui avec une autre incurie, une autre imposture qui en réalité rentre dans le registre de l'état de droit, de la mise en question de l'état de droit. Voilà en principe pour le conducteur, pas le conducteur en fait, l'agenda de ce soir, d'Afrique Soir de ce soir. On va à la régie pour revenir sur ce plateau, accueillir celle-là qui sera désormais en poste, je l'ai dit depuis hier, pour nous donner la teneur des informations du jour et des actualités du jour. Madame Nadège Beyala qui est avec nous. Allons d'abord à la régie pour prendre cette transition et revenir dans ce studio. À tout de suite. Retour donc sur ce plateau, vous êtes sur Afrique Soir, je dois déjà vous le dire, et vous devez le comprendre, nous sommes sur live streaming, nous sommes sur Crolling, canal 418, bientôt nous serons certainement sur Canal+, parce que nous sommes en train de travailler, et c'est d'ailleurs le président directeur général de JMS Afrique TV, Dr Luc Sangou, qui est par ailleurs président du conseil d'administration du groupe, du grand groupe, donc le groupe Sangou, qui a plusieurs entreprises. Il y a justement des instituts de formation professionnelle, paramédicale, audiovisuelle. Il y a le domaine de l'agriculture, il y a l'élevage. Il y a beaucoup de choses qui se passent justement dans ce grand groupe-là et qui sont en train d'être mises en place en termes de grands groupes d'entreprises au Cameroun et d'ailleurs sur la place continentale, africaine et internationale. Et sur ce volet, j'accueille sur ce plateau Nadège Beyala. Madame Nadège, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Hubert Ekoundi. Merci d'être là sur ce plateau ce soir. Alors vous êtes avec nous, on vous a apprécié hier, mais en réalité quand on vous apprécie, ça veut dire que vous devez encore beaucoup sauter. C'est-à-dire aujourd'hui, alors quelle est l'information majeure dans les informations traitées dans la rédaction de JMS ce jour? Alors, l'information majeure, on peut dire ainsi, de ce jour sur l'étendue du territoire, c'est la rentrée scolaire 2024-2025, des cours ont repris pour le compte du troisième et dernier trimestre, Monsieur Hubert. Et c'est un trimestre en partie qui a des spécificités parce que c'est le dernier trimestre.
Exactement, voilà, ce trimestre-là, on aura effectivement les examens officiels. Oui. Voilà, qui débuteront déjà d'ici le 28 avril. Oui. Voilà, au niveau de l'éducation physique et sportive. Également pour l'éducation de base, oui, qui débuteront d'ici pratiquement le 12 mai jusqu'au mois de juillet. Également pour l'enseignement. Les épreuves d'éducation physique, c'est pour les examens en principe. Exactement. Que ce soit du secondaire, du primaire ou du secondaire. Exactement. Il débute d'ici le 28 avril. Tout à fait. Voilà. Également pour le secondaire qui va débuter d'ici le 14 mai jusqu'en juillet. Fin juillet. Alors c'est aussi un trimestre qui est marqué, il y a des fêtes là-dedans, il y a la fête du travail, il y a la fête au Cameroun, en l'international, il y a la fête de l'Ascension, il y a la fête du 20 mai. Exactement. Donc là, on peut juste demander à nos élèves d'être plus concentrés. Oui. Et également de ne pas stresser et le reste viendra. Naturellement, on ne prépare pas l'année en fin d'année, c'est-à-dire quoi, ce n'est pas le dernier jour qu'on va se préparer pour aller à la pêche. Non. Donc, il y a déjà une année, ça veut dire qu'ils doivent être plus concluants dans tout ce qu'ils ont fait au cours de l'année. Là, pour le moment, on attend que le cumul de ce qu'on a eu à faire au courant de l'année, ça sera le moment de le prouver aux différents examens. Je vous donne rendez-vous lors de votre flash tout à l'heure. Merci d'être passé ici dans l'ouverture, comme ce sera l'habitude, à l'ouverture de Afrique Soir de ce soir, comme c'était hier. D'ailleurs, c'est chaque soir ici. Merci bien, monsieur Hubert Tundi. Ça a été un plaisir d'être là. Merci à vous. Madame, monsieur, vous allez vous habituer à cette figure qui est là pour la tenue des flashs d'information et pourra faire aussi d'autres choses parce qu'elle a la base juriste et vous avez certainement des questions de droit. On a justement une projection pour une grande émission droiture, c'est-à-dire apprendre aux gens, apprendre aux populations, aux citoyens à marcher de manière droite. Pas de manière physiquement droite, mais de manière légalement droite. On va à la transition. Pour revenir ici, allez prendre donc le flash de Nadège Beyala. Prenons cette transition avec la complicité de la régie. On revient sur ce plateau. À tout de suite. Retournons sur ce plateau avec votre émission Afrique Soir. C'est après ces présentations, c'est la première rubrique. Il s'agit du flash d'information. Elle vous l'a déjà dit. Au Cameroun, en national, l'actualité est marquée par la rentrée, non, le début des cours pour le compte du troisième trimestre. Un trimestre souvent très délicat parce qu'en réalité, il va très vite. Et si vous n'avez pas été concluant tout au cours de l'année, ah là, ce n'est pas à ce niveau-là qu'il faut aller aiguiser la machette. Donc, c'est un trimestre d'aboutissement, de conclusion. Et au plan international, on reste encore câblé sur, justement, le décès hier, la mort hier. Là, c'était hier, parce qu'aujourd'hui, on parle des obsèques. Les obsèques du pape François, la date a déjà été donnée. Donc, on est dans le mouvement des obsèques et des hommages. Et c'est Paul Biya du Cameroun qui a rendu ce jour hommage à un leader qui a pratiqué un leadership d'humilité. Je vous propose d'aller prendre donc Nadège qui est revenu là pour le flash d'information. Après l'annonce de son générique, on la prend pour le flash d'information. On revient juste après pour voir clair dans ce séminaire qui a été ouvert aujourd'hui à Yaoundé par le ministre Elangobam, le ministre de la décentralisation et du développement local au Cameroun. Allons prendre ce flash, à tout de suite. Monsieur, bonsoir et bienvenue au flash d'information sur GMS Afrique. Commençons ce bulletin d'information avec l'année scolaire 2024-2025 au Cameroun, la reprise des cours pour le compte du troisième et dernier trimestre. Ce mardi matin, le coup d'envoi du troisième trimestre de l'année scolaire a été donné sur l'ensemble du territoire national. Les élèves ont renoué avec l'ambiance des salles de classe, sans oublier le principal enjeu de ce dernier trimestre, qui est le déroulement des différents examens officiels pour les classes d'examen, qui entament dès le 28 avril prochain les épreuves d'éducation physique et sportive.
Pour ce qui est des épreuves écrites, elles débuteront le 12 mai au 25 juillet pour l'éducation de base et du 14 mai au 31 juillet pour les enseignements secondaires. Les élèves de classe intermédiaire seront évalués pour les 2 dernières séquences et être fixés s'ils passent en classe supérieure ou pas. Le 3e trimestre est aussi marqué par des interruptions de classe dues au fait du travail, de l'unité et de l'ascension. Autre enjeu de ce dernier trimestre, la menace de grève unifiée par les syndicats d'enseignants qui jusqu'ici n'ont pas levé ce préavis déposé il y a plusieurs semaines sur la table du gouvernement. Cependant, elle aurait débuté ce mardi 22 avril pour une durée de 4 jours jusqu'au vendredi 25. Donc, tous les établissements publics et privés, on pourrait avoir école morte. Hommage au pape François, Paul Biya salue un leadership d'humilité. C'est dans un message via X que le président de la République, qui a rencontré le souverain pontife au Vatican en mars 2017, s'incline devant la mémoire du chef de l'Église catholique. Le chef de l'État, à la suite de la disparition du 266e successeur de Pierre, n'a pas oublié la signature 3 années plus tôt à Yaoundé de l'accord cadre sur le statut juridique de l'Église catholique au Cameroun et l'engagement du défunt en faveur des couches sociales défavorisées. Paul Biya rend un hommage à la dimension de l'homme et de l'Église qu'il était. Il déclare, je cite, « Le pontificat du pape François aura été marqué par un leadership d'emprunt et d'humilité et un engagement constant en faveur des personnes fragiles et démunies. » Ici, il convient de rappeler que le Cameroun et le Saint-Siège ont établi des relations diplomatiques depuis 1966. Ceci dit, les deux parties ont raffermi ces relations en donnant un caractère privilégié, d'où l'aboutissement à l'accord du 13 janvier 2014, dont le 10e anniversaire de la signature a été commémoré en novembre dernier en présence d'un représentant spécial du pape François de regrettée mémoire. Fin ce jour à Yaoundé des travaux des délégués régionaux d'Elecam. Les travaux qui ont pris fin ce mardi lors de la rencontre des 10 délégués régionaux d'Elecam comptant pour la préparation des présidentielles 2025 ont été axés sur la préparation matérielle du scrutin d'octobre prochain. La concertation présidée par le directeur général des élections, Éric Essousset, permettait aux délégués de faire le point sur le fichier électoral et le recensement des différents bureaux de vote. La réunion de coordination était aussi l'occasion de préparer le contentieux électoral, de réfléchir sur la formation des agents électoraux par les institutions intergouvernementales partenaires. La préparation du personnel qui sera sollicité avec beaucoup d'exigences dès juin prochain était également au cœur des travaux. Parlons de toute autre chose. Dans ce flash d'information à l'étranger, les obstacles du pape François, Rome et le monde entier mobilisés. Le Vatican a annoncé la date des obsèques du pape François le samedi 26 avril 2025. Les cardinaux sont réunis depuis ce matin pour une première congrégation générale après l'annonce hier du décès de François, le chef de l'Église catholique mort à 88 ans d'un accident vasculaire cérébral. Annonce faite par le Saint-Siège. La journée a été marquée par de nombreux hommages et rassemblements à travers toute la planète et des messes ont été célébrées à la mémoire d'un souverain pontife dont on se souvient notamment dans les prises de décision en faveur des pauvres, des migrants et de la défense de l'environnement ou des homosexuels. Plusieurs pays ont annoncé des jours de deuil national. La dépouille mortuaire du pape François devait être
transférés à la basilique Saint-Pierre à partir de demain, mercredi, pour être exposés aux fidèles. Dans ces dernières volontés, le souverain pontife a exigé des obsèques simples et une sépulture sans décoration avec une seule inscription, son nom en latin. Également au Burkina Faso, une tentative de coup d'État contrecarrée par le service de sécurité. Le service de sécurité déclare avoir esquivé une tentative de déstabilisation, annonce faite hier par son ministre. Les colporteurs ont prévu un assaut sur le palais présidentiel le 16 avril dernier. Ceci avec l'appui des responsables religieux et coutumiers qui ont été contactés afin de convaincre certains officiers de prendre part au projet. Cette nouvelle tentative est l'œuvre des officiers et soldats déserteurs qui sont désormais en fuite vers la Côte d'Ivoire, pris comme leur centre d'opération. La découverte a été faite après plusieurs communications entre un officier des forces armées burkinabé et des chefs terroristes, explique le ministre de la Sécurité. Le but étant de s'aimer le chaos total afin de placer le pays sur la tutelle d'une organisation internationale. Le cerveau du groupe étant l'officier Abdraman Bari, accusé d'avoir donné des informations sensibles aux terroristes. Ceci dit, l'assaut lancé par un groupe de soldats mercredi dernier, l'opération a été dénoncée par d'autres militaires, selon le commissaire Mahamadou Sana. Après l'arrestation de certains d'entre eux, plusieurs ont pu s'enfuir vers leur centre d'opération à Abidjan, affirme le ministre burkinabé de la Sécurité. Enfin, en sport, Fédération sportive nationale, la mise en place des organes exécutifs fait face à de nombreux couacs. Les élections dans les fédérations sportives constituent une préoccupation majeure pour le ministre des Sports et de l'Éducation physique et le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Lors de la dernière session ordinaire de son conseil d'administration, le 10 avril dernier, à son siège 6 à Yaoundé, le président du Conseil national olympique sportif, Ahmad Kalkaba Malboum, a tenu à rappeler qu'il est grand temps de renouveler les organes exécutifs des dites fédérations. Une nouvelle Olympiade s'étant ouverte après les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ceci dit, il faut du sang neuf à la tête de ces organes le plus tôt possible, vu que d'autres sont encore dirigés par des comités provisoires de gestion ou par des exécutifs élus durant l'Olympiade 2020 à 2024. Le but de cette rencontre est donc d'organiser comment respecter les exigences de la gouvernance par rapport aux règles de la charte olympique, également regarder comment les fédérations fonctionnent sans avoir à renouveler leur bureau exécutif. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Sur ce, restez scotchés sur la suite de nos programmes qui se suivent sur GMS Afrique. Merci à vous, Nadège Beyala, pour ce point d'actualité sur GMS Afrique Soir. GMS Afrique Soir, donc, de ce jour se poursuit. Et je vous le disais, le premier sujet, en réalité, la première actualité, c'est ce grand séminaire national ouvert ce jour au Palais des Congrès de Yaoundé sous la houlette de Georges Elanga Obam. Il est le ministre de la décentralisation et du développement local. La problématique au cœur de ce grand atelier national qui rassemble 360 maires des communes du Cameroun, les 360 communes et les 10 présidents de conseils régionaux du Cameroun est justement d'aller vers la modernisation, c'est-à-dire la digitalisation des ressources humaines, la digitalisation des finances, la financiarisation du fonctionnement de ces collectivités territoriales décentralisées, la digitalisation ou la numérisation du fichier de l'état civil et bien d'autres choses qui vont dans la modernisation
l'innovation, la numérisation et la digitalisation, c'est d'autant plus que la décentralisation et le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées est bloqué par rapport au fonctionnement mécanique et analogique. Un fonctionnement mécanique et analogique qui permet tous les tripatouillages, les lenteurs, les pesanteurs et tout ce qui est observé aujourd'hui en termes de corruption et en termes de laisser aller. Alors, on va d'abord, avant d'aller à Paris, pour prendre notre consultant, Calvin Duary, qui connaît l'espace africain, qui connaît d'ailleurs très pertinemment les questions de décentralisation au Cameroun, la nécessité et l'enjeu de la digitalisation et de la numérisation, mais aussi le paquet de la modernisation. Avant d'aller à Paris, allons prendre le ministre Georges Elanga Obam, le ministre de la décentralisation et du développement local, du développement local et la décentralisation, qui a ouvert ce séminaire. On prend le ministre et on prendra aussi l'ambiance d'ouverture qui a marqué ce séminaire où en réalité il y avait foule au palais des congrès. Allons prendre ces deux extraits, c'est-à-dire le ministre Georges Elanga Obam et l'ambiance d'ouverture justement de ces travaux qui se poursuivent à Yaoundé et qui vont naturellement s'achever demain. Allons donc prendre cela et on revient sur le plateau. Si vous vous rappelez des années 2018, à l'occasion de l'élection présidentielle, il y a une accélération avec les organisations la dernière fois, le résultat, c'est la accélération. Nous avons travaillé ces dernières années à accélérer. Nous pensons que comment l'atelier que nous avons proposé a pour perspective de permettre que les services qui sont proposés soient meilleurs, pour cela, il est possible que cette action soit certainement. Nous souhaitons que la cité bien soit rendu plus facile et plus vous nous rappelez qu'on est en train de réaliser la discussion avec le gouvernement du Québec. C'est le président qui a eu gentillesse de nous financer ce programme qui est en cours de finalisation et qui sera rendu dans les mois qui suivent. Et alors, en 2 ou 3 mois, les communes seront up to date. Il y a quelques prédateurs qui la production en énergie est parfois la faiblesse des signaux. C'est des choses qui peuvent s'ajuster au gouvernement. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un axe fort. Cet axe. Je le rappelle, est cette instance qui soutient la décentralisation. Quelles sont donc vos attentes relativement à cet atelier? Cet atelier, c'est d'essayer de sensibiliser tout le monde, de s'aider l'urgence et la nécessité. Mais vous savez, l'action c'est pour qu'il y ait une action, il faut d'abord une réflexion. Nous sommes là donc pour réfléchir ensemble, pour essayer de construire quelque chose de cohérent et dynamique.
Afrique Soir, c'est le dossier. Le dossier, on va à Paris. Calvin, le dossier, la modernisation des collectivités, du fonctionnement des collectivités décentralisées au Cameroun. Calvin Duhari, bonsoir. Oui, bonsoir mon cher Hubert. Bonsoir à toute l'équipe. Alors, il y a nécessité aujourd'hui, et c'est d'ailleurs depuis la tripartite de 1992, si je ne m'abuse, lorsqu'on a mis en place les outils de la constitution remodélée, la constitution de 96 justement, il y a eu ces outils-là, c'est-à-dire la décentralisation qui a été mise en place, mais elle a traîné. Aujourd'hui, elle a pris une accélération. Mais il se pose encore un problème aujourd'hui, le problème de son fonctionnement dans le cadre de la modernisation, surtout la numérisation et la digitalisation des outils. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Yaoundé. Quelle est votre lecture d'entrée de jeu? Oui, bonsoir mon cher Hubert. Voilà, avant de répondre, je voudrais d'abord rendre hommage au pape François. Oui, merci. Qui est décédé hier. Vous savez, j'ai une histoire très fabuleuse avec lui parce que j'étais présent le jour de son ordination à Rome. C'était un moment, en tout cas le jour qu'il a cédé, voilà, le jour qu'il avait été élu, j'étais présent à Rome. Le jour de son élection comme pape. Exactement, exactement. Après la sortie de la fumée blanche, donc parce que celle-là, c'est une élection par le collège des cardinaux. J'étais présent parce qu'il avait causé une émotion vraiment inoubliable. Il avait demandé avant que je l'ai prié pour vous, essayez de prier pour moi. Ce jour-là, il a eu à la place Saint-Pierre un calme jamais vécu. Donc voilà, je voudrais lui rendre hommage à ce grand pasteur lumineux qui a insufflé à l'Église une nouvelle respiration avec beaucoup de simplicité, de compassion. Dans ses voyages dans le monde, on a vu qu'il avait toujours ce sourire sincère, ses gestes chargés de sens. Quand on voyait lui baiser les pieds des Soudanais, voilà, ça rappelle un peu la grandeur de l'homme spirituel. Voilà, et qu'il est parti, voilà, il va vers le Père, vers le vicaire de Jésus, dont il était le représentant, et il voulait lui rendre hommage, surtout pour moi qui a vécu les moments fastes avec lui. Alors, Calvin Duhari, oui. Ces obsèques étant déjà annoncées, je vous attends donc samedi prochain pour une édition spéciale. Nous allons certainement déterminer l'heure, ce sera dans la soirée comme apparemment. Édition spéciale après les obsèques du pape François et surtout le mécanisme de sa succession qui est déjà pratiquement enclenché. Oui, en fait, moi j'étais dans l'optique de voir si je peux aller à Rome parce que c'est des grands moments qu'il ne faut pas rater dans sa vie. Oui. J'étais lors de l'ordination, comment on appelle ça, lors de la béatification de Jean-Paul II, j'étais également présent. Je venais d'arriver à l'époque en Italie. Oui. Et 2 jours après, j'étais à Rome. 2 jours après, on béatifiait Jean-Paul II. On peut donc dire que samedi, on va vous prendre depuis Rome en Italie, sur le site de l'événement. Probablement, voilà, je suis en train de chercher vraiment à m'y rendre à Rome. Ouais. Voilà. Bon, maintenant pour répondre à votre question, ce que je sais, franchement, la digitalisation des actes administratifs, là ou bien de la décentralisation, c'est un tournant vraiment décisif dans le processus. Dans tous les processus de l'administration, parce que c'est quelque chose qui permet de réduire considérablement les délais de traitement des dossiers et des démarches. Bon, ce qui normalement prenait autrefois des jours, voire des semaines, peut désormais se faire en quelques clics. Donc ceci, ça offre à l'administration plus de réactivité. Oui. Et
l'administration est aussi efficiente en ce moment. Bon, on verra aussi que ça améliore l'accessibilité à des services parce que grâce à des plateformes numériques, c'est-à-dire quelqu'un peut facilement, moi je connais par exemple au Gabon, tu pouvais déjà venir quand tu veux payer par exemple ta facture à la société d'électricité, tu n'avais pas besoin de venir t'aligner, immédiatement tu venais, tu te connectais, là il y avait des plateformes et immédiatement tu payes ta facture, tu t'envoies. Tout à fait. Le citoyen peut accéder aux services publics ou privés à tout moment et depuis n'importe quel endroit. Donc c'est là qu'il favorise un peu l'inclusion, en particulier pour les populations qui sont souvent éloignées des centres urbains ou à mobilité réduite. Bon, ça permet également aussi une très grande sécurisation et traçabilité des données. Donc, parce qu'à ce moment, les documents et informations numériques sont protégés par des systèmes de sécurité qui sont souvent très, très avancés. Pour moi, la digitalisation permet de retracer des actions et de réduire les risques de fraude, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, ou alors des pertes ou des falsifications. Tout à fait. En Occident, on ne s'amuse pas avec la modernisation des documents. C'est-à-dire que le numérique a permis aujourd'hui, il y a des projections aujourd'hui des documents qui se trouveront dans 500 ans. C'est-à-dire qu'ils ont des plateformes, on dit ici, les générations futures verront cela en l'an 2500. C'est-à-dire qu'on renouvelle au fur et à mesure, il y a un technicien qui renouvelle mais qui ne regarde pas. Imagine un peu un Roger Mila, un Tofis, un Paul Biya, un Macron, 500 ans après on lui remonte cette image. Tout à fait. Imagine un peu si on pouvait avoir les images par exemple d'un Douala Mangabel. Aujourd'hui on manque cruellement les images données aux grands héros. Si on pouvait avoir les images par exemple des hommes de science qui nous ont marqués dans le classicisme littéraire, comme les Voltaire, Molière, ou bien, citons ceux-là, parce que ce sont eux qui nous ont façonnés dans notre jeunesse, La Fontaine. Comme les Mongo Betty, comme les Birago Diop, comme Ampaté Ba. Je ne vais pas citer parce qu'il y en a déjà. Il y a quelques-uns. Je cite vraiment dans les ancêtres. Ah oui, les ancêtres, ok. Voilà. Donc c'est quelque chose qui renforce vraiment beaucoup de transparence et une bonne gouvernance. Donc les systèmes numériques facilitent la gestion des ressources et je peux dire ça lutte aussi contre la corruption parce que la corruption est vraiment en ce moment réduite. Chaque action étant enregistrée, il devient très difficile de contenir les règles sans vraiment laisser les traces. Ça, c'est évident. Bon, aussi, ce qu'il y a aussi, ça simplifie aussi. Il y a une simplification, par exemple, de donner à l'état civil, les états civils, ça fasse les déplacements aussi, un peu trop de déplacements, voilà. Donc, vraiment, la transparence est très accrue. Et donc, ma lecture, c'est que la modernisation de ces systèmes de fonctionnement à travers la digitalisation, que ce soit dans les ressources humaines ou dans les moyens financiers, ça donne un peu quelque chose de dynamique et favorise sa transformation. Alors, on va revenir à vous parce que j'ai une question à vous poser. Je ne veux pas la dévoiler. Allons d'abord voir les 5 ateliers qui constituent depuis ce matin, et ça c'est jusqu'à demain, l'ossature de cette organisation. Je rappelle que nous avons aperçu le ministre, nous l'avons d'ailleurs salué, le ministre Georges Elango Bam, qui est passé après l'ouverture dans chacun de ces ateliers, causé avec les maires, les conseillers, parce qu'il y a même aussi tout le système, comment on les appelle, ceux qui gèrent l'argent dans les communes et dans ces collectivités territoriales décentralisées, les responsables des ressources humaines. Il y a une foule là-bas. Allons voir ces ateliers, les 5 ateliers, nous les avons parcourus, car GMS est au cœur de cet événement. D'ailleurs, je rappelle que GMS sera au cœur de la plupart des événements.
Vous venez de le dire que vous serez à Rome et donc GMS sera pratiquement à Rome la samedi prochain dans une édition spéciale. Donc allons prendre ces 5 ateliers qui constituent l'ossature du fonctionnement ce jour et jusqu'à demain de cet atelier national de modernisation des outils qui participent dans le fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées au Cameroun. Jusqu'à son remplacement en collectivité, que l'on puisse arriver à avoir la ressource à temps et avoir une connaissance de l'information en lien avec cette ressource à temps. Je n'ai pas faire vraiment ici sur l'échéance. Nous sommes encore en pleine discussion, mais nous avons la purge. Mais c'était de rassurer de ce changement. Son arrière a posé une question tout à fait pertinente pour discuter. Je voudrais finir par la préoccupation autre qui a été soulevée par le secrétaire de la communauté Consomma, qui faisait état des prérequis, des préalables pour le bon fonctionnement de ces systèmes informatiques, à savoir les tests, les enjeux en lien avec l'énergie. Il a fait évocation lui-même d'énergie solaire, il a également parlé d'autres centrales. Il a parlé de contraintes qui seraient bloquantes pour que cela se fasse. Je ne suis pas un expert du domaine, je ne peux pas en dire grand-chose, mais je voudrais ici partager une expérience une commune qui est dans l'arrière-pays, mais qui réussit à mettre en place ces outils parce qu'elle a développé une pratique en termes d'énergie. C'est la commune, il me semble, Madame le maire de Likikou, je crois que je vais avoir aperçu dans la salle. Et donc, elle réussit à mettre en place un dispositif. Et je pense que c'est à la vérité, ça a sorti de tout le monde. Si Likikou, qui n'est pas la plus pourvue, la plus nantie des communes industrielles à le faire, ça veut dire que c'est des communes. Et je crois qu'on pourrait s'organiser dans une collaboration entre les communes et l'État. On pourrait s'organiser pour un accompagnement des communes pour arriver à gérer un peu ce que ce secrétaire général de la communauté de Consomma a résolu l'ensemble de vos préoccupations. Si vous référez par exemple à l'article 126 qui dit que les actes établis dans le cadre des opérations pilotes font foi, je crois que vous trouverez une solution. Et l'article 127 de la loi dit que les situations pendantes au moment de la promulgation de la loi peuvent être enregistrées, sont encadrées par l'ordonnance de 81. Je crois que vous devriez faire une lecture un peu profonde de ces 2 articles pour atténuer vos préoccupations. Je crois que c'est les 2 articles auxquels je fais allusion peut-être pour répondre à vos préoccupations, les articles 126 et 127. Pour le MENAS, je relève que l'état civil est un domaine multi-acteur par excellence pour la coordination et le maître mot. Et vous savez que depuis la création du MUNEC, l'un des chevals de bataille est la coordination. Nous avons une plateforme centrale de coordination au niveau national et au niveau régional, nous avons des plateformes régionales de coordination. Et dans le cadre de la plateforme nationale, nous avons élaboré un plan stratégique de modernisation de notre système de l'état civil et qui comporte un axe dédié au renforcement de l'enregistrement des faits d'état civil. Et à l'intérieur de cet axe, il y a des actions d'inclusion qui sont prévues pour les personnes en mobilité réduite. Je crois que vous-même, vous avez fait partie de ces travaux prévus 1 ou 2 ou 3 fois ou pendant 4 ou 5 mois. La question de savoir où est le projet. Je crois que le directeur est là, il pourrait avoir des éléments Est-ce que le projet a été renvoyé pour qu'il y ait des enrichissements
autre préoccupation, c'était que, est-ce que lorsqu'on va normaliser, est-ce qu'il n'y a pas de revers? Et ça revient, on suit les interventions des maires, tous les maires qui ont pris la parole. Et il faisait la proposition qu'on catégorise en tenant compte des cadres, des comptes administratifs. Il y a une réglementation qu'il faut certainement peut-être exposer ici pour l'analyser d'abord, ça c'est important. Et puis, en ancien secrétaire permanent, il montre qu'on ne peut pas avoir un organigramme pour tout le monde. Et justement, le maire qui a pris la parole en dernier montre qu'il y a des choses un peu plus graves. Bon, maintenant, le souci, c'est donc première préoccupation sur le projet de statut général de la fonction publique locale. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez des éléments? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a des éléments? Monsieur le directeur. Yeah, thank you. We'll try to give the most complete information that we have at our level. Concerning the draft text on the local public service, I should say that yes, le monde est Android. Donc c'était très très important. On fait aussi ce qu'on est en train de faire aussi. Aujourd'hui, on a un atelier sur la modernisation du CTD. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de communes qui produisent beaucoup. Ils ont le forêt, ils ont tout ça. Et à mon c'est pour là que le CVC avec un profit de toutes les communes du Cameroun. Avec ce profit, avec la digitalisation qu'on est en train de faire là, ça va mettre en place une plateforme que si quelqu'un est loin à Fouawa, il est au nord, il est au sud, il est à l'ouest, il peut faire le marketing de ce qu'il est en train de produire dans chez lui. Et il peut mettre en place des choses que les autres communes, les autres partenaires, les bailleurs de fonds ne peuvent même pas savoir qu'on a dans cette localité, dans notre pays. Monsieur le maire, précisément, où en êtes-vous avec ce projet de digitalisation? On a déjà réalisé 80% de certaines communes. Et c'est vrai que c'est difficile, mais on félicite le président de la République, M. Claudia, parce qu'il avait pris ce projet comme très personnel et c'est pour là qu'on a réalisé déjà 80%. Et dans les semaines qui suivent, on espère qu'on va réaliser 100% ce projet, que tous les communes du Cameroun seraient digitalisées. Et avec ça, vous savez que le monde est devenu le monde est devenu digital. Donc ça veut dire qu'avec ça, tout le produit sera disponible pour tout le monde. Retour donc sur ce plateau de JMS Afrique TV avec Info Afrique Soir. Afrique Soir, nous partons donc vers la fin de cette première partie, la décentralisation au Cameroun. Le ministre Georges Elango Bam, c'est le ministre de la décentralisation et du développement local, met les bouchées doubles. Atelier national de modernisation des outils de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées. Les assises sont organisées à Yaoundé, comme vous venez de le voir. C'est pratiquement 2 jours de séminaire qui rassemble les maires, les 360 maires des 360 communes du Cameroun, les 10 présidents des conseils régionaux, avec les ressources humaines, les ressources financières, les ressources au niveau de l'état civil pour la digitalisation et la numérisation. Alors, Calvin Duary, on va vers la fin de ce programme. Je voulais poser la question de savoir, est-ce que
il n'y aura pas de résistance dans ce processus de numérisation et de digitalisation par rapport aux gens qui étaient déjà habitués au tripatouillage et à un certain nombre de choses que nous avons évoquées un peu plus haut. Calvin Duary? Oui, oh là là, j'ai toujours, j'oublie toujours de relancer le micro, voilà, désolé. J'étais en train de dire, est-ce qu'il n'y aura pas, comme on va vers la fin de ce programme, on va certainement revenir, on fera une conclusion demain, au cours de la première partie, passée à 20h, je l'annonce déjà, c'est un clash qui est consacré tous les mercredis. Est-ce qu'on n'aura pas de résistance par rapport à ceux-là qui étaient déjà habitués à fonctionner d'une certaine manière, qui en fait vont perdre certains avantages, certains privilèges, parce que ces avantages, ces privilèges étaient dus dans le système sans numérisation et sans digitalisation? Oui, mon cher, tu sais, nous l'avons dit tout à l'heure, le ministre aussi l'a dit, la décentralisation se veut normalement dans son essence une approche de gouvernance plus proche des citoyens. C'est-à-dire, c'est une manière de rapprocher le pouvoir des décisions des réalités locales et de répondre aux besoins spécifiques des territoires. Bon, mais cependant, la transformation numérique, souvent impulsée par ces gens par le gouvernement, et notamment par le ministre, comme on est en train de le faire, peut souvent se retrouver devant des obstacles. Nous l'avons vu à l'époque, je vais faire allusion un peu à l'aéroport. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait modernisé l'aéroport, mais qu'est-ce qui s'est passé dans nos aéroports quand il n'y avait plus des entrées, comme on dit, le gombo et tout. Oui, tout à fait. Les policiers faisaient tout pour mettre en panne les appareils. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, et ils mettaient et tout repartait des zéros. On se retrouvait encore à l'état embryonnaire où il y a des retards, les gens sont alignés, etc., etc. Donc, vous, en posant la question, vous savez bien. Bon, mais ce qu'il faut faire, il faut que le pays avance. Il faut que le pays avance parce que c'est une dynamique nouvelle qui doit porter ses fruits. Parce qu'une modernisation des structures décentralisées s'impose au Cameroun. Nous sommes en retard par rapport aux autres pays. Moi, j'ai dit que j'étais en 94 au Gabon, il y avait déjà les choses étaient déjà avancées, très avancées. Il était très difficile de partir à la société de l'électricité Sénélec, qui est là-bas, qu'on appelle Sénélec, et de faire, tu ne peux pas faire 30 minutes. Tu arrivais dans les 10-15 minutes, tu es déjà servi. Vous imaginez cela? Et dans beaucoup de services comme ça. Bon, je vous rappelle même que déjà, les factures de courant se payaient directement par prélèvement. C'est-à-dire que le compteur, ce n'était pas une affaire qu'on venait relever le compteur pour prendre ce qui a été consommé. Non, c'était automatique. Tu vois, donc la modernisation devient donc une condition sine qua non pour que cette décentralisation tienne ses promesses. Donc il faut rendre l'État plus proche, plus efficace, plus à l'écoute. C'est une nécessité politique, une exigence démocratique et une urgence pour un développement équitable et durable du territoire. Tout à fait. En même temps, on dit le Cameroun est en retard, les gens crient le Cameroun est en retard. Maintenant, quand on veut moderniser, c'est encore nous qui venons bâcler le travail et tout ça. Donc, il y a un pays, il faut tout simplement quoi? Des compétences numériques. Ça veut dire quoi? Si on te donne un appareil de gérer et que ça se gâte, on te dit que c'est toi qui vas réparer. Tout à fait. Donc, il faut qu'on mette est-ce que ce genre de règlements-là, bon, il faut maintenant des préoccupations en matière de cybersécurité. Oui. La crainte, c'est à ce niveau-là, parce qu'il y a les cyberattaques. Les cyberattaques, les sabotages. Voilà, c'est ça, les sabotages. Et donc, bon, le problème, c'est que les gens sont allergiques au changement. Vous avez dit, il y a une résistance au changement. Moi, je me rappelle quand j'étais directeur des ressources humaines, et je retrouvais des collègues, des vieillards qui étaient là autour de moi. Lorsque j'apportais maintenant avec les nouvelles réformes, on disait non, c'est comme ça qu'on a toujours fait, comme ça. On a dit, mais comment? C'est comme ça que vous avez toujours fait, ne pensez pas que ce soit la meilleure façon. Parce que maintenant, là, nous sommes plus nombreux et voilà, il faut un cadre réglementaire.
le plus souvent. Et vu que la législation soit claire, adaptée, des règles strictes, dirigées par je peux dire quoi, des chefs charismatiques, parce que dans un service, lorsque il n'y a pas il y a des cassures au niveau des réformes du chômage. Il y a les cassures sur le chef. Il faut se que c'est le chef. C'est le chef qui doit montrer sa rigueur. Tout à fait. Oui. Surtout le matériel qui est prévu pour le travail. Donc, et qu'on soit capable de dénoncer aussi. Voilà. Merci. Donc, il faut mettre un système d'information, de renseignements qui fait qu'on essaie d'observer tous ceux qui sont impliqués dans ce processus-là, que si le travail est bâclé à un niveau, ou bien il y a des pannes qu'on ne comprend pas, ça veut dire que vous ne verrez pas des choses pareilles ici. C'est pas possible. C'est pas possible à votre niveau là-bas en Europe. Merci. Merci donc Calvin Diary. Je rappelle, pour boucler cette édition, que nous recevons demain dans un clash qui va vous opposer. Je dois déjà donc le dire ici de manière claire. Vous êtes Calvin Diary, vous êtes écrivain, vous êtes le directeur de publication d'Afrique sur scène. C'est un grand magazine africain et panafricain. Vous serez opposé à Stéphane Tchumbu. Stéphane Tchumbu, nous l'avons eu à ses débuts dans notre rôle de formateur à Afrique Média, c'était par le passé. Et aujourd'hui, il a pratiquement grandi. Il s'est fait porte-parole de la basse, un mouvement qui est mitigé et contesté par certains, adulé par d'autres. Il est aussi de tendance opposition. Alors, demain, ce sera le grand clash. On se donne donc rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h pile en Afrique centrale. Oui. Vous voulez que je dise quelque chose? Ah, si vous voulez, ben, il n'est pas encore là, vous serez, c'est quand vous serez en face que vous allez en découdre. Hein? D'accord, non, oui, moi Stéphane Tchumbu, je connais bien Stéphane Tchumbu, ce n'est pas la première fois qu'on s'affronte. Voilà, et je crois que c'est un intellectuel de première heure qui souvent ne se culpe pas dans les conceptions du moment misérabiliste. Je suis heureux de me confronter à lui, non pas par esprit de rivalité, mais parce que cette confrontation va élever chacun de nous. Ça va m'obliger à donner le meilleur de moi-même. Face à lui, je ne cherche pas la victoire. Oui. Mais l'échange d'idées. C'est les arguments qui vont parler. Voilà, la force des arguments, la beauté du défi, et c'est un adversaire noble que je respecte beaucoup, qui est très digne de respect. Et dans ce choc-là, nous aurons une vision qui va faire réfléchir les Camerounais, et je demande à tous ceux qui vont être là d'être attentifs, et d'être attentifs, et puis voilà, à la fin, on pourra faire d'autres commentaires pour voir comment est-ce que la science évolue, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté des médiateurs, que ce soit du parti au pouvoir. Donc, alors, chacun de vous va laisser une petite annonce. Vous allez me laisser une petite annonce dans mon inbox. Lui aussi va laisser une annonce que avec le flyer qui va sortir tout à l'heure vers 22h, 22h30, 23h, que vous allez effectivement participer à cette émission parce qu'elle est déjà attendue. Elle sera reprise en relais par nos partenaires et aussi par des millions de téléspectateurs là-bas en Europe. Ça, c'est l'innovation JMS Afrique TV. Merci donc, Calvin Diary. À demain. N'oubliez donc pas de concevoir les feuilles patients. C'est avec ça que moi j'ai fait ma publicité également sur mes pages. Merci bien. Alors, juste après la transition, on va donc aller voir ce qui se passe dans l'origine des imports substitutions. Mais nous aurons aussi Amadou Tidjani qui va nous faire le point sur Koutaba. Rebondissement de la situation là-bas. Hier, il y a eu mort d'homme. Deux hommes qui sont tombés sur le carreau. Un a poignardé l'autre. L'autre a vu pratiquement sa maison brûlée, sa voiture saccagée et lui-même conduit à la dernière demeure. Mais aujourd'hui, alors que le sous-préfet a fait revenir le calme hier, le sous-préfet, je crois, c'est de Koupamagnan, a fait revenir le calme hier. Aujourd'hui encore, il y a eu autre chose. Nous aurons pour cette deuxième partie Amadou Tidjani de ce côté de l'ouest dans le Grand Noun et nous aurons le président, l'ancien président du syndicat national des transporteurs aériens du Cameroun et Yangoudjon qui va nous
entretenir sur la question de l'impôt-substitution parce que je rappelle aussi qu'il est directeur de publication. Allons prendre cette transition. On va vers la deuxième partie d'Afrique Soir de ce soir. À tout de suite. Afrique Soir, deuxième partie. Président Eyango John, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à Douala, la capitale économique. Est-ce que l'économie camerounaise fonctionne normalement, monsieur Eyango John? Vous êtes aussi un grand observateur. Je vous présente comme l'ancien président du syndicat national des transporteurs aériens du Cameroun. Vous avez fait bousculer ce syndicat-là. D'ailleurs, bousculer toute l'économie des transports aériens au Cameroun. Vous le connaissez dans tous les sièges. Vous êtes aujourd'hui président d'honneur. Mais vous êtes aussi directeur de publication d'un journal, Le Compte Rendu. Quelle est la lecture que vous faites aussi aujourd'hui de la situation économique? Parce qu'on va parler de l'impôt substitution au Cameroun. Oui, allô? Vous êtes avec nous? Alors, président Eyango John, est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce que vous êtes avec nous? Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui en tant que directeur de publication d'un journal sur la place Cameroun? Oui. Des problèmes de connexion. Est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Alors, quelle est la lecture que vous faites de la situation économique du Cameroun en matière d'impôt-substitution? Car vous êtes un directeur de publication du journal Le Compte Rendu. Oui, dans ce journal, justement, je l'avais créé dans le but de faire le transport et le Made in Cameroun. Donc vous voyez bien qu'il avait une grande vocation économique. Oui. Le transport était une activité très liée à l'activité économique. Donc, ce que je dis de l'économie camerounaise, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Cette économie ne s'aligne pas sur le potentiel du Cameroun. Alors, quand vous dites potentiel, il s'agit de quoi? Alors, moi, je vais vous dire déjà ce que je peux vous dire. Pour Oui. commencer, monsieur le directeur, Oui. commençons par ce qu'on appelle la monnaie. Monsieur le directeur, Oui. la monnaie est un élément central d'une économie. Nos ancêtres, monsieur le directeur, la monnaie n'est pas une importation. Vous comprenez? Oui. Il est établi dans les livres de l'ISH, Institut des sciences humaines, que certaines communautés ethniques de ce pays qui va devenir le Cameroun avaient déjà la monnaie en 1231. Ce n'est pas moi qui l'accorde, je vous montre le livre. En 1231. 1231. Et ils estiment que c'est parce que le Cameroun 14 s'est arrêté à ce niveau-là. Ils se projettent en disant qu'il est certain qu'avant Jésus-Christ, il y avait déjà la monnaie dans certaines communautés d'un pays qui va devenir le Cameroun plus tard. La monnaie. Pour faire marcher l'économie, ils avaient déjà nos ancêtres les plus éloignés, vous voyez, 1231, avaient déjà créé la monnaie. Écoutez, monsieur le directeur. Alors, ça, c'est pas très connu ce que vous êtes en train de dire là. C'est pas très... C'est pas très connu. Les gens n'arrivent pas. Que ce soit connu ou pas, moi je vous donne ce que disent les livres d'histoire. Tout à fait. L'Institut des sciences humaines de Yaoundé. Tout à fait. De Ngouaïkélé. Oui. Je vous donne le livre, les références, vous allez chercher vous-même. Et plus proche de nous, en 1886, M. Kuhn von Morgen, l'Allemand qui va être le spirituel de Martin pour le savoir, avait trouvé une monnaie, il n'a pas inventé. Depuis 1850, elle était là, ça s'appelait le crou. Et le crou avait
un taux de conversion clair avec le Deutsche Bank. Oui. Et le CRU servait aux échanges internationaux de CRU. Vous comprenez? Tout à fait. Je vous sors le livre de Gilmore Morgan, Cameroun du Nord au Sud. Édition Cardala, traduit par Philippe Abulte Torra. C'est-à-dire que, monsieur le directeur, quand quelqu'un vient me dire, par exemple, que le Cameroun était prospère à une certaine époque, vous comprenez? Tout à fait. Je vous regarde. Je suis, par exemple, je vous donne un exemple pour que vous compreniez une sorte d'analogie. Allons-y avec les téléspectateurs. Quand un pays vient me consulter, me dit que je veux que vous m'aidiez à lancer ma compagnie de transport aérien. Oui. J'ai déjà acheté 11 avions. Je ne regarde pas les 11 avions. 11 avions pour acheter à tout moment. Je regarde votre dimension et tout. Je vous dis que ces 11 avions n'iront nulle part. Donc, c'est pour dire que quand vous venez me dire, par exemple, que ce pays a été prospère à un moment donné de son histoire, et que je vois que vous n'avez pas de monnaie, parce qu'il faut le dire aux Camerounais, le franc CFA est une monnaie signée le 26 décembre 1945 entre deux Français représentant la France et deux Français représentant le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais signé le franc CFA. Donc quand les gens disent sortir du franc CFA, il n'est pas question d'en sortir. Il est question que vous n'y êtes jamais entré. Ok. Bon, maintenant, après ça, il y a les 11 accords dits de coopération que vous avez signés. Tout à fait. Vous enlèvent toute souveraineté. Et vous venez me montrer les entreprises que vous avez créées, tout ce que vous avez fait là. Je vous dis que, monsieur, si vous n'avez pas de monnaie, et que vous n'avez pas de souveraineté, en tout ce que vous avez fabriqué, que vous montrez là, que j'ai fait ça, les pays prospères, ça veut dire que ce qui coûte 5 francs ailleurs vous a coûté 50 francs. Et vous ne pourrez pas tenir. Oui. Vous allez tomber. Vous allez vous effondrer. Vous comprenez? Oui. À terme, court ou long, vous allez vous effondrer. Parce que vous n'avez pas de monnaie, vous n'avez pas de souveraineté. La souveraineté n'est pas un caprice. Ce n'est pas un accompagnateur de développement économique et social. C'est la fondation. Vous comprenez? Tout à fait. Donc, un pays qui n'a ni monnaie, ni souveraineté, ne peut pas avoir une santé économique. C'est impossible. Il n'y a pas un pareil modèle qui existe. Et nos ancêtres le savaient, qui avaient déjà fait la monnaie et qui préféraient mourir plutôt que d'entrer à l'esclavage, c'est-à-dire que vendre sur le travail, ça veut dire que ça, la souveraineté, il n'existe plus, il ne peut pas exister. Alors, pour aller au bout de vous continuez, mais pour aller au bout, vous voulez nous dire que tout ce qui se passe actuellement, ça se fait dans euros? Vous ne pouvez pas, je vous le dis, vous ne pouvez pas évoluer quand vous n'avez pas de monnaie, quand vous n'avez pas de souveraineté. Ça n'existe nulle part. Les ancêtres l'ont su avant vous, ils l'ont fait. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le formatage. Il y a un paradigme qui se crée dans la tête des gens et les mots se mettent à s'aligner inconsciemment sur un certain contexte. Les mots comme lutte contre la pauvreté, vous comprenez? Oui. Une sémantique comme celle-là, qui est une sémantique de non-évolution, une sémantique de pauvreté. Est-ce que vous n'êtes pas trop sévère? Je ne suis pas sévère, c'est la situation qui est difficile. Moi, je fais la lecture. Je pose juste la question. Oui, allez-y. Maintenant, vous dites import-substitution. Monsieur le directeur, c'est une sémantique de pauvre. C'est une sémantique de reculade. C'est-à-dire, demandez à un féru de psycholinguistique, il va mieux que moi vous expliquer que les mots ont une définition, une signification. La signification qui détermine l'usage et cette signification a un impact. Quand vous cherchez, quand vous créez import, substitution, ça signifie que dans votre tête, dans votre esprit, vous êtes axé sur l'importation et vous êtes en train de vouloir substituer les produits importés à des bureaux. Ce qui veut dire que de toute façon, vous êtes encore import directive économie. Que nous sommes encore en
comme les Anglais disent, import directive economy. Une économie divisée vers l'importation. Tout à fait. Avec cette sémantique, vous ne pouvez pas évoluer, monsieur. Mais si on voulait, monsieur Yango John, Oui. si on vous laisse évoluer, vous êtes là dans la destruction de l'impôt substitution qui ne veut rien aussi dire, qui n'a pas d'importance. Oui, c'est ce que je dis. On se plaint, mais pourquoi ça n'évolue pas? Ça ne peut pas évoluer, monsieur. Ça ne peut pas évoluer tel que vous l'avez conçu, tel que vous l'avez pensé, tel que vous l'avez fait. Ça ne peut. Voilà sa nature. Sa nature, c'est de ne pas aller plus loin que sa nature. Essayez de l'appeler autrement et vous allez voir. Import substitution signifie que je prends pour modèle les produits importés et je leur substitue des produits locaux. Est-ce qu'il n'y a pas une évolution possible dans ce cadre-là? Impossible. La seule évolution vous met toujours face à l'importation. Les outils existent. Il y a un outil qui s'appelle l'analyse SWOT, SWOT, en anglais. Strengths, weaknesses, opportunities, threats. Strengths pour les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Oui. Voilà un outil qui vous met face à vous-même, qui vous permet de faire une démarche intrinsèque, et que tous les pays ont fait. Tous les pays dits développés sont passés par là. L'Amérique, la Chine, la Corée du Nord, tous ceux qui ont évolué, même l'Inde, pour prendre les produits, les pays qui sont entrés, même la Malaisie, les petits dragons là aujourd'hui, sont passés par là. Je fais d'abord ma propre analyse interne. Je ne regarde plus ce que j'importe. Je ne fais même plus référence à ça. Qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que j'ai, quel est mon potentiel intérieur, quelles sont mes capacités intérieures propres, quelles sont avant de voir maintenant, après avoir exploité, exploré, analysé tout ça. Alors, monsieur Yango John. Ce dont je pourrais avoir besoin de l'extérieur. Monsieur Yango John. Oui. Vous êtes directeur du journal Le Compte Rendu. D'ailleurs, vous avez dit que vous l'avez créé dans la dynamique et la perspective économique. Vous êtes président d'honneur du syndicat des transporteurs aériens du Cameroun. Est-ce que vous allez accepter un clash la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi sur prochain, avec ceux-là ou celui-là qui défend le système d'import-substitution et qui montre ses avantages? Chacun sur ses outils et ses arguments. Car à vous entendre, vous êtes pratiquement opposé et vous dites que l'impôt-substitution n'amène à rien. Non, ça ne peut pas évoluer avec ça. Sauf à en sortir concrètement. Le seul moyen d'évoluer avec les autres institutions, c'est à en sortir. Merci. Alors, le franc CFA. Oui. Il n'y a aucune réforme du franc CFA qui vous permet d'évoluer. Ça n'existe pas. Vous êtes dedans, vous n'évoluerez pas. Merci donc de nous avoir donné de votre expertise ce soir. Mais vous ne partez pas parce que vous avez certainement le lien. Nous sommes en live streaming, c'est-à-dire nous sommes en direct. Je rappelle déjà d'ailleurs que jeudi prochain, nous serons en direct depuis la capitale de l'ouest du Cameroun pour un événement. Je voulais dire tout à l'heure à la fin. Vous restez, vous nous suivez en live streaming. Vous suivez donc une de ces personnes. Vous pourrez être confronté à cette personne ou à une autre personne qui, lui, est à l'origine de l'organisation des journées économiques camerounaises dans le domaine des mines, du pétrole et je crois de l'industrie. Et lui, il défend l'import-substitution. Alors, essayons de l'écouter en le regardant. On revient sur ce plateau pour boucler cette actualité sur l'import-substitution en restant logique sur votre démonstration. Voilà. Donc il faille maintenant trouver une plateforme d'échange pour qu'on pense ou qu'on réfléchisse pour l'économie camerounaise.
Donc c'est ce qui a motivé, compte tenu du fait même que le gouvernement camerounais, depuis l'année 2020, a mis en place ce qu'on appelle la politique d'import-substitution qu'on devrait implémenter. Et cette politique d'import-substitution a débuté dans les secteurs qui sont agricoles, qui sont la pêche, qui sont l'élevage et autres. Donc ces deux secteurs déjà, dans ce cadre-là, au niveau du ministère, par exemple, de l'agriculture, il faut aller implémenter ce qu'on appelle le programme PISA, qui est là maintenant, qui irait de 2020 à 2026. Qui irait de 2020 à 2026. Donc cette plateforme, nous avons pensé que maintenant, par rapport à l'import-substitution, ailleurs, au niveau de l'élevage, comme je l'ai dit, la pêche, l'agriculture et le bois et tout ça, donc il y a la menuiserie aujourd'hui. On n'importe pas toujours. Donc le chef de l'État a prescrit que la commande publique, vous voyez toujours que les fonctionnaires, pour qu'on ait le mobilier de bureau, on commande tout. Donc, il faut maintenant que les produits d'import-substitution, de ce côté, bois, menuiserie et autres, on fait tout déjà au Cameroun. Vous verrez aussi au niveau de l'agriculture, vous avez les farines et vous pouvez aussi regarder là-bas, vous avez les produits de substitution qui sont de l'autre côté. Donc globalement, vous pourrez y faire un tour. Donc pour dire qu'aujourd'hui, tel qu'on l'a fait, nous qui sommes là aujourd'hui au niveau des affaires, parce que vous regardez seulement la transition au niveau politique. Mais cette transition aujourd'hui, qu'il faudrait qu'il y ait des nouveaux hommes, des nouveaux hommes d'affaires. Donc cette transition n'est pas seulement politique, elle devrait aussi être économique. Donc c'est ça qui vient aujourd'hui, les plateformes qu'on met. Nos anciens patrons, il y a eu des grands leaders, des grands patrons d'industrie, mais il faut aujourd'hui penser à la relève. Donc c'est ça qui nous a amené aujourd'hui à proposer au gouvernement, notamment au ministre Issa Chiroma Bakari, à qui je suis allé proposer ce projet. Et comme quelqu'un qui est un combattant, je peux l'appeler un général du président de la République, il a dit « j'achète le projet parce que ça entre dans la vision du chef de l'État ». Donc c'est ces journées qui sont nées. Aujourd'hui, on a travaillé et aujourd'hui c'est la première édition. Donc c'est la plateforme d'échange. Et surtout aujourd'hui, dans le cadre de cette import-substitution, vous verrez, comme le ministre Chiroma le disait hier, le chef de l'État a prescrit qu'on puisse aujourd'hui au niveau des codes pétroliers ou miniers. Donc il a mis en place maintenant, il a prescrit qu'on mette en place ce qu'on appelle le contenu local. Le contenu local, c'est quoi? C'est d'abord qu'il faut au niveau des industries, que ce soit extractif, que ce soit des énergies renouvelables et autres, mais le contenu local, on doit privilégier la main-d'œuvre qualifiée camerounaise. Et même au niveau de la sous-traitance, moi je suis un ancien au cadre de la Sonaga, dans l'industrie pétrolière. Je suis même allé au niveau des études, jusqu'au niveau doctorat, qui est en sciences économiques et management. Donc je suis arrivé à ce niveau. Donc il faudrait aujourd'hui repenser le Cameroun. Donc il y a eu des choses, on a créé la SNH, on a créé la CSPH, on a créé la Sonaga, on a créé comme Côte qui est là dans le cadre du partenariat Cameroun-Tchad. Donc Côte même dans la salle, donc ils sont sur comme on dit, sur la table d'honneur. Donc ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, donc Côte actuellement ce matin, on a le pétrolier qui était là en train de débattre avec le ministère Nyamba. Donc les objectifs à la fin, on voudrait quand même que pour les patrons d'industrie, pour les directeurs généraux, on puisse leur dire aujourd'hui que le Cameroun ne devrait pas, non, qu'ils viennent à côté. C'est l'espère Nyamba
travaillé l'expert de la Banque mondiale. Hein. Donc c'est lui qui est à côté expert. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, le message que nous pouvons porter, c'est de dire aux patrons de l'industrie, de dire aux directeurs généraux que la ressource humaine, elle est importante pour le Cameroun. Elle est importante pour le Cameroun. Vous verrez que les centres de formation professionnelle devraient se multiplier. Donc moi, par exemple, aujourd'hui, là, étant entendu, j'ai été à la SONAC, où j'étais habitué à envoyer les gens en formation dans le cadre d'assistance technique avec l'Institut français de pétrole. Aujourd'hui, le ministre de la formation, depuis 2019, donc j'ai un centre de français cette bataille, je l'espère, on est en train de vouloir dire que les Camerounais, surtout que dans ce domaine, qui concerne par exemple le domaine pétrolier que je connais, donc depuis 1978, on a créé le premier pétrolier dans la zone Abétika, dans la zone de Rio Negro. Et il y a eu El Sereta qui a fait le premier prix. Aujourd'hui, si vous allez, que ce soit dans l'exploration, que ce soit dans le raffinage, que ce soit dans la distribution, c'est les Camerounais qui sont là aujourd'hui. Et j'ai vécu, on a été avec l'État. Et vous viendrez aujourd'hui, vous verrez que pour venir par exemple à la Sonara, on n'a plus d'assistants techniques. Hein? La raffinerie marche avec ceux qu'on a formés, que la Sonara a formé, que le Cameroun a formé. C'est pourquoi le chef de l'État, il y a cela, donc M. Médou qui était là, il a donné l'accord que l'assistant technique, il l'arrête. Parce que, comme on dit, par rapport à sa vision, il a vu que les Camerounais sont déjà bien formés. Ils peuvent tenir, comme on dit, gérer, manager l'industrie pétrolière en particulier. Donc voilà. Alors, on termine de ce que cette transition économique-là est effective, c'est-à-dire que la main-d'œuvre locale camerounaise est en train d'être formée dans ce sens-là à l'économie. Je dois dire que ce n'est pas la formation professionnelle, elle est permanente, hein. Elle est dynamique. Donc aujourd'hui, en fonction de l'évolution technologique, hein, vous savez, aujourd'hui, il y a une mutation technologique très importante, notamment avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, quels que soient les domaines, quand vous venez aujourd'hui au niveau même des salles d'opération, donc c'est les nouvelles techniques, que ce soit, je prends le cas de raffinage. Donc la formation doit être permanente par rapport à ces nouvelles technologies. Mais il peut déjà dire, un secteur comme le pétrole, que je comprends bien, à ce niveau, que ce soit dans l'exploration, c'est les Camerounais. Parce que le domaine stratégique est celui du pétrole. Au niveau de l'exploration-production, il faut, comment on appelle ça, c'est des industries à haute capacité capitalistique et même technologique. Donc, ce qui nous manque là maintenant, les financements. Si le chef de l'État aujourd'hui avait les moyens d'exploration-production, ce qu'on fait là-bas, toutes ces filiales-là, on pouvait mieux faire. Mais aujourd'hui, beaucoup plus les Camerounais qui y sont. Comme j'ai parlé du contenu local, c'est dans le cadre beaucoup plus de la sous-traitance. Merci. J'espère que le plus souvent, notre métier est pratiquement en live streaming et en ligne, crawling, on a travaillé avec Canal 5. On espère qu'on pourra souvent pour exposer cette réalité. Non, je voudrais dire que c'est la première édition. Elle peut être annuelle ou biennale. Et donc je pense que cette expérience aujourd'hui, comme on s'est attaqué à ce domaine-là, vous verrez qu'on appelle GEP, donc les journées économiques et management dans le secteur mine, énergie et industrie. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a une feuille de route que le ministre Issa Chiroma de l'emploi et de la formation professionnelle va adresser au chef du gouvernement, Dr John Mbouté. Et à chaque fois qu'on va convoquer ce forum-là, on va maintenant faire des prescriptions et un tableau, une feuille de suivi. Merci. Merci aussi.
Retour donc sur ce plateau, vous venez de suivre là le commissaire des journées économiques du management, des journées chapeautées par le ministre Issa Chiroma. Vous l'avez entendu citer à 2 reprises le ministre Issa Chiroma de la formation, de l'emploi et de la formation professionnelle et sous l'autorisation, en fait, sous l'accord du docteur John Gouté, qui est Chief John Gouté, qui est le premier ministre dont le chef du gouvernement. Alors, on va repartir vers Douala, mais je préfère déjà vous donner en exclusivité cette annonce, c'est-à-dire JMS. Le continent, c'est nous, est suivi désormais est disponible sur le satellite Amos 17 GMS Afrique TV, fréquence 12216, symbole right 3000, polarisation horizontale. On aura ça sur votre petit écran. Donc, vous, le président et Yangodjon, vous pouvez déjà nous avoir là-bas sur tous les fréquences, en fait, sur tous les plateformes qui sont free, parce que c'est sur le satellite Amos. On va certainement vous donner le numéro, mais c'est déjà sur la fréquence 12216, c'est symbole c'est 3000 et la polarisation est horizontale, satellite Amos, et naturellement bientôt nous serons sur je crois d'autres plateformes comme les StarTime et autres. Nous sommes donc désormais disponibles sur toutes ces plateformes qui sont free. Alors, président Yangodjon, vous dites que pour vous, vous êtes en train de dénoncer le fait que on peut prendre des choses ailleurs pour venir les substituer sur place. C'est ça? C'est ça qui s'appelle la constitution. Sauf si je n'ai pas bien compris le lexique. J'espère que vous avez bien compris. C'est ce que vous êtes en train de dire vous-même. Vous assumez ça. Je crois que c'est ça. Alors, si maintenant les autres vous répondant et vous retorquant en disant que on ne peut pas vivre en vase clos, on doit quand même voir donc copier ce qui se passe ailleurs pour le transformer sur place. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais je vais répondre dessus comme une rhétorique de petite polémique. Celui chez qui vous allez copier, lui va copier chez qui? Ah. Voilà. En chaque chose, monsieur le directeur, il y a ce qu'on appelle la création. Oui. Puis maintenant, il y a ce qu'on pourrait appeler l'amélioration. C'est-à-dire, en anglais, on appelle ça du on va un terme pour ça après, du increment. Un incrémentialiste, tu ne peux pas dire que tu es un inventeur, que tu es un créateur. Donc, quand vous allez copier chez un créateur, ce que vous pouvez vous-même faire chez vous, monsieur le directeur, oui. Vous êtes mal parti. Le point de départ, c'est comme je l'ai dit, je reviens là-dessus. C'est une démarche vraiment classique en toutes choses. C'est d'abord de voir tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, tes menaces, avant d'aller maintenant voir ailleurs. Parce que quand vous êtes maintenant ailleurs, vous savez ce que vous allez chercher ailleurs. Oui. Vous comprenez? Oui. Vous avez maîtrisé ce que vous allez chercher ailleurs. Et c'est vous qui y allez. Dans notre processus d'impôt-substitution, oui. Nous avons fabriqué, le colonisateur nous a fabriqué, ils ont appelé ça des zones d'affaires, qui étaient en fait des stockistes, qui étaient le prolongement de l'industrie française, oui. Qui étaient ce qu'on a bien appelé des bails Amsterdam. C'était des bails Amsterdam qu'on a appelé hommes d'affaires. Ce n'étaient pas des hommes d'affaires. Et ça se voit, l'impact est encore visible jusqu'aujourd'hui. L'impact est encore jusqu'au... L'impact de cette colonisation est visible jusqu'aujourd'hui. Oui. C'est ce type de bail Amsterdam qu'on a dit avant de fabriquer, on a fabriqué les hommes d'affaires. On n'a pas fabriqué les hommes d'affaires. Donc, aujourd'hui, quand on dit dans impôt-substitution, ça vient de cette pratique du colonisateur ou de la colonisation où on avait l'habitude de tout importer. Et on voulait aussi substituer les produits. Donc, on n'a pas fait un travail de fond en nous-mêmes. Monsieur le directeur, je vous donne le fait. Je vous montre les documents qui montrent qu'au XVe siècle, en pays Bassar, oui. Une ethnie du Cameroun, on maîtrisait déjà le fer. Il y avait des hauts fourneaux de 2 mètres de profondeur et ainsi. Vous dites au 6e siècle. Découverte du fer. Vous dites au 6e siècle. 15e siècle. 15e siècle, ok. Les documents que j'ai remontés au
au 15e siècle. Les documents. Oui. Donc, sachez donc au 15e siècle, celui qui maîtrisait le travail du fer, c'était comme celui qui a l'arme nucléaire aujourd'hui. Tout à fait. Il était tout puissant. Donc, pourquoi donc pouvez-vous avoir des sols qui contiennent le fer? Des gens qui savent identifier ces sols, extraire le fer, le transformer, en faire jusqu'aux cartouches, jusqu'aux ressort des fusils. Et après encore importer des outils en fer. Alors, ça veut donc dire que jusqu'à aujourd'hui, on a une véritable métallurgie locale. Jusqu'aujourd'hui là. Oui. Par exemple. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? On sort par là. Mais je vous l'ai dit, ma solution, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, on fait comme tous les autres pays, comme toutes les autres nations qui ont évolué, jusqu'au Japon, qui, sous l'occupation, a fait son analyse SWOT. C'est-à-dire, on met l'impôt substitution de côté. C'est une orientation, cette mentalité est à mettre de côté. Je vous prends le cas de l'Allemagne. Oui. L'Allemagne hyper occupée par tous les pays occidentaux avaient occupé l'Allemagne. Oui. On suivait tout à la loupe de l'Allemagne. L'Allemagne avait gardé son analyse SWOT. Ils n'ont pas fait dans les bonnes substitutions. Oui. Et aujourd'hui, l'Allemagne, qui a 383 km², avec environ 80 millions d'habitants, tenez-vous bien, est la plus forte économie d'Europe. Oui. Après avoir subi une occupation terrible. Pourquoi? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui a fait la force de l'Allemagne? Qu'est-ce qui a fait la force du Japon? Hyper occupé, n'a jamais fait dans les bonnes substitutions. Alors qu'elle était hyper occupée, tous les segments de sa vie étaient regardés à suivi à la loupe par l'occupant américain, notamment. Pourquoi? Ok. Alors, ce sont des références économiques, sociales, politiques. Je fais ça. Fantastique ce que je viens de vous dire. Tout à fait. Donc, la solution, c'est d'abord revoir le Cameroun, l'étudier comme un État indépendant. Il faut bien qu'on se mette en tête ce que c'est indépendant. Tant qu'on n'a pas fait, c'est très compliqué. Comme un État indépendant. Et sortir les mots comme import, substitution. Import. Il faut les sortir. Oui. Vous avez tout pour sortir de ce type de sémantique. Lutte contre la pauvreté. La pauvreté signifie que si je mange un macabo aujourd'hui et que je mange un débit demain, je suis bon. Non. Il faut puiser à manger 10 macabos dans 2 semaines. Vous devez puiser ça. Et faire des réserves de macabo. Donc c'est un manque d'ambition. Oui. C'est ça qui est dans cette sémantique de lutte contre la pauvreté, lutte contre ceci, imposition. Il y a là comme un manque d'ambition. Et je sais que tous les flèches qui vont mettre vous savez bien que vous et moi sommes cheminants depuis longtemps. Tout à fait. Parce que nous avons pris sur cette terre-ci. Donc, alors, pour qu'on ne dise pas que j'ai organisé un monologue, on se donne donc rendez-vous mercredi dans une semaine, parce que ce mercredi de demain, il y a un clash programmé. J'ai annoncé celui-ci parce que ça suscite un clash pour confronter la politique d'imposition à cet autre modèle d'analyse des faiblesses et des forces pour aller vers les valeurs intrinsèques et donc, je crois, endogène pour pouvoir aller véritablement vers le développement, à l'exemple de l'Allemagne que vous avez cité, le Japon et bien d'autres nations du monde. Merci d'avoir contribué ce soir pour aller en profondeur et en opposition, une opposition constructive qui nécessitera certainement une autre réaction en face mercredi dans une semaine. Merci à vous, Président Eyango John. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir sollicité.
Merci bien. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du compte rendu. Je rappelle aussi que vous êtes président d'honneur du syndicat des transporteurs aériens au Cameroun. Vous avez fait le tour du monde, vous l'avez dit vous-même. On se connaît depuis ces temps-là, c'est-à-dire quand vous officiez en ce moment-là, déjà à la Camer, défunte Camer, et ensuite Camerco, et aussi comme président national du syndicat des transporteurs aériens. Très pointu et justement très profond dans vos démarches et vos analyses. Directeur du journal Le Compte Rendu. Normalement, nous devrions prendre Amadou Tidjani pour avoir la température des événements de Kounia, Magnan, je crois c'est ça, vers Koutaba. Rebondissement de la situation ce jour-là de ce côté, on pourra naturellement la voir demain. Merci pour tous ceux qui ont contribué à cette grande édition d'Afrique Soir. C'est chaque soir, c'est la méthode de GMS, c'est une innovation. Il y aura d'ailleurs, ça c'est le grand format du soir qui va constituer la télé. Elle est conçue comme ça, un grand format le matin et un autre grand format le soir pour vous mener un peu partout dans les directions du monde pour aller dans l'information en profondeur, la communication en profondeur. Je rappelle que nous serons en direct depuis Rome lors des obsèques samedi prochain du pape François avec notre correspondant. Nous serons aussi en direct, ce sera jeudi prochain, sur la place des fêtes justement de Bafoussam où le ministre, le vice-ministre, secrétaire général du comité central Jean Kouété va installer là-bas son excellence l'ambassadeur Djimulu Komidor qui est devenu le représentant, le chef de la délégation permanente du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'ouest du pays. Je fais un signe à notre partenaire, Monsieur Signé, qui est de ce côté de l'ouest. Nous serons certainement avec lui. Et je vous rappelle que vous pouvez déjà nous prendre sur le satellite Amos, c'est officiel. GMS Afrique TV avec le logo, le slogan, le continent c'est nous. Le continent, c'est nous, c'est donc sur le satellite Amos 17, je précise Amos 17, GMS Afrique TV, la fréquence est 12216, fréquence 12216, fréquence 12216 sur Amos 17 et justement le symbole right c'est 30 000, j'ai dit 3 000 avant mais c'est 30 000, le symbole right c'est 30 000 et la polarisation elle est horizontale, vous l'aurez certainement sur nos plateformes YouTube où nous sommes en live streaming et sur les chaînes locales. En fait, le bouquet local c'est Crawling 418 et maintenant sur Amos, c'est-à-dire pratiquement nous pouvons être pris par tous les bouquets. On va justement aller parce que nous faisons dans la communication qui est camerounaise, continentale, panafricaniste, républicaine. Nous irons certainement vers CanalSat parce que nous faisons dans la dénonciation intelligente et constructive comme vient de le faire le président Yango John tout à l'heure, comme d'ailleurs avec le premier sujet. Serons certainement avec CanalSat, Canal Horizon et naturellement aussi StarTime. Madame, je remercie là le président directeur général qui n'est pas de tout repos pour la mise en place de ce bébé médiatique et aussi notre équipe technique, le petit Brandon, Yann qui est là avec nous et Duc Setoundi. Merci de nous suivre, de vous habituer à nos programmes et de nous être fidèles car le continent c'est nous et l'information la plus en profondeur c'est décidément avec nous. Madame, salut, monsieur, bonsoir.